Les Pourquoi de François, un podcast où François pose des questions. Une présentation d'Autogestion Optimum. Bienvenue au podcast Les Pourquoi de François. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans le studio, un homme qui a passé sa carrière à faire briller les autres, sans jamais chercher à voler la lumière. Luc Sirois, réalisateur télé de renom, architecte discret mais essentiel de certaines des émissions les plus marquantes du petit écran québécois. Derrière des rendez-vous cultes comme En direct de l'univers, Chanteur masqué, des galas mémorables, des jeux et des variétés où tout le monde chante, danse, improvise, ou panique en coulisses pendant que lui, imperturbable, transforme le chaos en champagne télévisuel. C'est bien, hein? Oui, j'avais jamais vu ça comme ça. Moi non plus. Luc, c'est l'œil qui voit tout. L'oreille qui capte l'émotion juste avant qu'elle déborde. Et la main ferme qui tient le gouvernail quand le direct menace de déraper. Un raconteur d'histoire, mais surtout un maître du rythme, du timing et de l'émotion vraie. Aujourd'hui, on prend le temps de sortir Luc de la régie pour l'amener au micro, pour parler de création, de pression, de coulisses, mais surtout de passion. Et de ce qui se passe dans quand les projecteurs s'éteignent, mais que l'amour du métier, lui, reste bien allumé. Luc Sirois, bienvenue à mon podcast. Bienvenue. Merci. Luc, merci. C'est un privilège, un honneur de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. La première question que je vais poser, tu t'en doutes sans doute, c'est pourquoi avoir accepté mon invitation? Ben écoute, on s'est rencontrés, nous, sur justement En direct de l'univers. T'étais venu avec ta blonde. Ta blonde t'avait fait une belle surprise cette fois-là, hein? Elle t'avait surpris. Toute une. Elle avait trouvé le moyen de me rejoindre, dans le fond, par le web, puis elle m'avait demandé ça pour te faire une surprise. Puis j'ai fait, moi, j'aime ça, ces affaires-là, tu sais. Puis quand tu m'as redemandé de venir ici, c'est sûr que je peux pas refuser. On avait une belle vibe, c'est le fun. Je vous sentais les deux très allumés par rapport à ce que vous aviez vécu avec nous. Tu sais, nous, c'est notre quotidien, on vit ça, je dirais pas à tous les jours de notre vie, mais ça fait partie de mon métier, ça fait partie de voir vos yeux puis de vous voir triper. J'ai dit, garde, moi, c'est sûr que je vais dire oui à son invitation. Je peux pas dire non à ça. Pour faire une histoire courte avec le comment on s'est rencontrés, comme tu mentionnais, pour les nombreux, les milliers, les millions d'auditeurs à mon podcast. C'est ça, en fait, pour mon anniversaire de 50 ans, il y a déjà quelques années, ma conjointe m'a fait une surprise. Il faut savoir qu'En direct de l'univers, c'est mon émission préféré. Je suis pas un grand consommateur de télé, Luc, OK? La petite vie, ça a été mon émission coup de cœur ever. Ben oui. Mais En direct de l'univers, c'est une émission qui est intelligente, qui est brillante, puis qui fait tellement du bien à l'âme. Donc, pour mes 50 ans, ma conjointe Sandra a créé mon En direct de l'univers. Et je l'en remercie aujourd'hui. Parce que j'ai toujours dit, mon rêve le plus profond aurait été d'être une vedette et de pouvoir être invité En direct de l'univers. Ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas une vedette. En tout cas, pas maintenant. Et donc, elle a communiqué avec l'équipe. Elle a communiqué directement avec toi, si je ne m'abuse. J'ai eu la chance d'avoir une vidéo de ta part et aussi de France Baudouin pour introduire mon En direct de l'univers. Donc, à mon En direct de l'univers, je suis pas au courant de rien, je vois France Baudouin en premier lieu. Bienvenue En direct de l'univers de François. Je pleure. Et plus tard, au courant de la soirée, ton vidéo. Et qu'est-ce que tu m'as dit dans mon vidéo? Parce que tu m'as fait une invitation spéciale. Ouais, ben c'était de venir vivre l'expérience En direct de l'univers, mais dans la tour de contrôle, donc avec nous en régie.
puis de passer l'heure complète du direct avec nous, puis t'as accepté. J'ai accepté, mais c'est drôle parce que mon anniversaire, c'est le 24 mars, donc elle a eu mon en direct de l'univers le 24 mars, et on était invités la semaine d'après, jour pour jour. Et la semaine d'après, jour pour jour, c'était quoi? Quelle date? 1er avril. Fait que là, j'ai vraiment, écoute, j'y croyais pas. D'abord, je croyais pas possible que et France et Luc Sirois me fassent une petite présentation de la sorte, puis de l'invitation. Fait que j'ai vraiment pensé que c'était une blague. Ça, je l'ai jamais su, ça. Fait qu'en tout cas, bref, c'est un honneur, c'est un privilège. J'ai aimé mon expérience, puis aujourd'hui, je veux vraiment mettre le spotlight sur Luc Sirois. J'ai cru c'est rare que ça arrive, ça. Est-ce que tu es confortable avec ça? Oui, confortable. Moi, je sais pas quoi dire, quoi répondre à ça, mais ça m'est arrivé quelques fois de faire des entrevues, tout ça dans ma vie. Mais à l'époque, quand j'ai commencé à étudier là-dedans, en télévision, au début, en tout cas, je te raconterai à un moment donné, mais c'est un de mes profs qui m'avait dit « Ah, t'es bon en animation, tu devrais faire de l'animation. » Mais quand je suis rentré à étudier là-dedans, c'était pour être devant la caméra. Mais je me suis rendu compte vite que c'était pas pour moi le devant, c'était plus le derrière. J'aimais mieux être dans l'ombre, puis mettre les gens en lumière, en valeur que moi. Bref. Mon objectif aujourd'hui, c'est ça, avec mes petits talents de réalisateur, de monteur et d'intervieweur. C'est très dur d'interviewer des gens en passant. Bravo à tous les intervieweurs que tu as connus, particulièrement à France Baudouin. Ouais, elle est bonne. Hein? Je trouve absolument incroyable. C'est une profession. C'est un travail qui est vraiment exigeant. Parlons-en, Luc. Mm-hmm. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et comment tout ça a commencé? Parce que un peu ton parcours académique, parce que tu me disais que tu as étudié là-dedans, donc j'aimerais en savoir plus. Moi, ça a commencé... Moi, je suis franco-ontarien. Je viens de la région de l'Outaouais, donc un village qui s'appelle Castleman, Ontario. Fils d'agriculteur. Mon père était sur la ferme. Il a changé de cap, il est devenu comme un entrepreneur général. Ma mère est ambulancière, elle a fait beaucoup de travail, elle a travaillé, elle a eu son magasin de linge d'enfant, après ça, elle a travaillé pour un journal, bref. Je n'ai pas d'un milieu du tout de la télévision, rien. Moi, je l'écoutais quand j'étais jeune, comme tout le monde, on écoutait Symphorien, Les Brillants, Fait qu'on avait beaucoup de plaisir à écouter la télé en famille, mais j'allais à l'école secondaire de Castleman, dans le fond. Et à tous les ans, il y avait un événement spécial, ça s'appelait la Cafétèque. C'était un show organisé par l'école où les étudiants, les élèves, les professeurs mettaient la main à la pâte, puis on montait un spectacle qu'on présentait aux parents. Mais ce spectacle-là, il y avait quand même un certain budget. Tu sais, c'était étudiant, mais petite coche. Là. C'était le fun. Puis on faisait une tournée, puis on pouvait faire une tournée ontarienne, aller dans d'autres écoles, présenter ce spectacle-là. Puis la professeure, Mme Perry, qui s'occupait de ce spectacle-là, m'avait demandé, parce que j'avais gagné le concours d'art oratoire franco-ontarien cette année-là, puis elle m'avait dit, ça te tenterait-tu d'animer la Cafétèque? Moi, j'ai fait, OK, pourquoi pas? Et j'avais sauté, j'avais animé ce show-là. J'avais beaucoup aimé ça, faire de l'animation. Puis, après le spectacle, elle m'a dit, t'es vraiment bon. T'as-tu pensé peut-être à faire de la télévision, peut-être, à étudier là-dedans? Moi, ça m'était jamais passé par la tête de travailler là-dedans. C'était pas un métier qui était, je te dirais, accessible. Tu sais, moi, je venais du bout du rang, travaillais sur la ferme, travaillais en construction, je faisais mes affaires, puis j'étais le chauffeur de Zamboni à l'époque à l'école secondaire. Quand j'ai étudié à l'école secondaire, je chauffais la Zamboni du village. Bref, tout ça pour dire que ça m'était pas passé par la tête, pas du tout, mais elle a comme semé une petite affaire. Puis là, on est en 1986, puis c'est l'année où il y a les Jeux olympiques à Calgary. Et la flamme olympique passe dans mon village. Et moi, je suis le chauffeur de Zamboni. Mais la flamme olympique arrête où? À l'Arena, au centre communautaire.
Et là, c'est l'événement. Et il y a un caméraman de Radio-Canada de Ottawa, je me rappellerai toujours. Il arrive avec sa grosse caméra, une Betacam, en tout cas. Et il dépose ça à côté de moi. J'ai été comme... C'était la première fois de ma vie que je voyais vraiment une machine de télévision. C'était comme... Puis là, j'étais fasciné par cette machine-là. Et après ça, c'est là que j'ai pris la décision de vouloir appliquer en radio-télédiffusion au Collège Algonquin à Ottawa, d'aller étudier là-dedans, suite à ce que Mme Perry m'avait dit et suite à ce que j'avais vu à l'Arena. Puis là, ben, je me suis retrouvé là en audition et il prenait 42 élèves. Puis on était 600 quelques applications. Dans ma tête, j'avais pas vraiment de chance d'être choisi. Mais sincèrement, je pense que j'ai fait une bonne audition ce jour-là. Mais ça, c'était pour être devant la caméra? Non, c'était un cours qui se donnait en radio-télédiffusion. T'étudiais la télévision, donc le devant de la caméra et l'arrière de la caméra, et la radio. Donc, comment comprendre les consoles de radio, comment faire de la radio, comment animer. Il y avait des cours de phonétique et diction, mais 2 heures après, tu pouvais être carrément caméraman. Tu sais, c'était vraiment un cours complet. Aujourd'hui, il y a un cours qui se donne encore comme ça à la Cité collégiale à Ottawa et à ATM à Jonquière. Oui. C'est vraiment les deux techniques que moi je connais. Il y en a d'autres. Là, je sais qu'il y a l'université aussi qui en donne, mais moi, ceux que je connais, c'est les deux. Puis moi, ben, à l'époque, c'était au Collège Algonquin. Fait que j'avais passé une audition pour aller dans ce cours-là, mais j'étais tellement certain que je ne serais pas choisi que j'avais appliqué en administration à côté. Finalement, ben ils m'ont choisi. Fait que je pense que j'ai fait une bonne audition. Puis j'ai été 2 ans au Collège Algonquin à étudier là-dedans. Puis tu sais, quand j'étais au secondaire, c'est une chose. Je faisais des notes, je sais pas moi, des notes X, mais j'étais plus dans les sports. Il y a des choses qui m'intéressaient moins. Mais quand je suis tombé là-dedans, en télévision, tout m'intéressait. Et là, je me suis mis à faire des scores que j'avais jamais fait dans high school, à l'école secondaire, que là, comment ça se fait que tout à coup, je comprends tout? C'est juste parce que j'ai été intéressé à 100%. Puis 100%. J'ai été 2 ans à étudier, à ne pas avoir de week-end. J'étais constamment à étudier là-dedans, à être fasciné par ce métier-là. Puis quand le cours s'est terminé, ben là, je devais me trouver un stage. Puis j'avais trouvé un stage dans l'Ouest canadien, mais à 2 semaines d'avis, ils m'ont annulé le stage. Fait que là, je suis allé voir mon professeur qui s'appelait Patrick C, qui s'appelle toujours Patrick C, puis que je connais très bien. Puis c'est un de mes amis aujourd'hui, tu sais, juste pour te dire. Puis Patrick, il me dit... on va te trouver un stage ici en Outaouais, tu vas aller travailler à CHOT, j'ai un stage pour toi à CHOT. Fait que finalement, j'ai traversé la rivière, j'étais allé faire mon stage là, puis CHOT, ça a bien été, ils m'ont gardé. J'ai fait du son, du montage, tu sais, ils se servaient de moi, tu sais, j'étais le petit dernier arrivé, c'est normal, puis ils se sont servis de moi pour faire de la caméra aux nouvelles ou peu importe. Mais je me donnais tellement que finalement, je me suis retrouvé à faire des je vais dire des jobs dans tous les styles. T'sais. Je pouvais me retrouver une journée à la colline parlementaire à faire du son. Le lendemain, j'étais caméraman aux nouvelles. Le lendemain, j'étais monteur aux nouvelles. Le jour d'après, je faisais de la mise en onde. Donc, je ramassais un peu les restants. Tu sais, quelqu'un était malade. Ah, on va appeler Luc, ça va bien aller. Mais quand je disais oui à quelque chose, il fallait que je m'assure d'être capable de livrer la marchandise. D'ailleurs, je me suis fait pincer une fois. Cette fois-là... la personne au VTR, on appelle ça les VTR, c'est aux nouvelles. Puis il y avait 2 machines. Puis dans les 2 machines, il fallait mettre des cassettes, puis là, on roulait ça. Puis il fallait donner le décompte. Bref, c'était hyper complexe à faire. Ça a l'air niaiseux, mais c'était complexe. Puis moi, Robert Langdo vient me voir, puis il me dit, ça te tente-tu de faire ça demain? Parce que là, le gars n'est pas là, personne ne peut le remplacer. Et moi, dans ma grande grâce, je vais dire, ben oui, il va faire ça. Mais là, je regarde le gars aller pendant le bulletin de nouvelles, puis je fais, ben c'est impossible, je serai jamais capable de faire ça. Je dis, ça va prendre 2 mois de training. Puis Robert Langdo annonce au réalisateur que le lendemain, c'est moi qui fais la job du VTR. Hey, le réalisateur capote. Il dit, ben voyons donc, il a même pas eu son training. Inquiète-toi pas, il va être bon, il va faire la job. Okay. Mais là, moi, en disant oui à ça, le lendemain, je vais pas aller là et me planter. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé à la maison, je me suis fait 2 VTR avec des boîtes de carton. Je me suis tapé des chronos là-dessus.
Puis mes cassettes, ben j'avais des verres de bière. Fait que mes verres de bière étaient mes cassettes. Que je rentrais, j'avais tout numéroté mes verres de bière. Puis je me suis pratiqué toute la nuit à faire ça. Dans le fond, j'ai compris que c'était une gymnastique. Ouais. Puis une chorégraphie à apprendre. Mais après que tu connais ta chorégraphie, ben ça va bien. Mais il faut que tu la connaisses. Fait que je me suis pratiqué toute la nuit. Puis quand je suis arrivé au bulletin de nouvelles le lendemain, je sentais que, l'animateur était très nerveux. Le réalisateur était très nerveux. À cause de toi? Ben, à cause de moi, parce que si le reportage ne roule pas, l'autre en ondes, qu'est-ce que tu veux qu'il... Tu sais, il lance un reportage. Alors, un reportage de Louise Cousineau, puis elle n'existe pas. Je veux dire, je le roule pas. C'est lui qui a l'air fou en ondes. Fait qu'il était très nerveux. Fait que le réalisateur est venu me voir avant, il dit, t'es-tu correct? Tout. J'ai dit, Carl, moi, je te dis que je suis correct, je suis prêt, je peux faire la job. Puis le bulletin était, puis ça a super bien été. Il n'y a eu aucune fait que ça a été ton premier direct ever. Ça a été mon premier direct ever au VTR comme ça. Puis c'est là que j'ai compris que quand tu dis oui à quelque chose, faut que tu sois certain d'être capable de le faire. Parce que ce jour-là, j'aurais pu me planter. Puis après ça, tout le monde va dire, ah, ben, il s'est planté, il est pas bon, ou on l'appelle plus, ou j'ai réussi. Puis là, ben, tout le monde disait, mon Dieu, comment il a fait? J'aimais mieux avoir la ligne de comment il a fait, comment il a réussi à faire ça. Genre, c'était quasiment un exploit que de me faire dire, ben non, il s'est planté. C'est impossible dans ma tête d'arriver pas prêt, puis d'avoir ce feeling-là de pas être, je veux dire, ça coche pour faire la job. Parce qu'on a juste une fois la chance. On a juste une fois. De montrer ce qu'on peut faire. Exact. Puis moi, j'étais jeune, je commençais à l'époque, là, j'avais 20 ans, même 19. Ouais, j'avais 20 ans. Puis ton nom est important. Moi, mon nom, il est important pour moi. Fait que je voulais juste bien faire, puis de livrer la marchandise. Puis qu'après ça, au lieu que les gens me regardent un peu de travers, ben qu'ils me regardent, font, OK, le jeune, il sait où il s'en va, il va réussir. Là. Puis le fait que tu aimais ça, ce que tu faisais, ça devait se transmettre énormément. Donc, ils voyaient, tu étais allumé. Tu avais une passion. Puis quand tu as la passion, tu as le désir d'apprendre. Tu as commencé à cette station-là. J'ai commencé à cette station-là. Tu à tout, là. Mais il y avait une station à côté qui s'appelait Télécable Laurentien. C'était la télé communautaire à l'époque. Puis, à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert de caméraman. Puis j'ai fait, ah, OK, eux autres, ils m'ont fait un temps plein. Tandis que là, j'avais comme pas vraiment... tu sais, je faisais tous les petits postes, mais j'avais pas un temps plein. Et là, Télécable Laurentien, c'est là où je suis devenu caméraman à la télé communautaire en Outaouais. Mais là, j'avais un travail, le temps plein. Je faisais du 40 heures semaine, puis ça n'a pas été long. Je pense que ça a pris un mois où ils m'ont dit « Hey, t'es vraiment bon, la caméra, ça te tenterait-tu de faire de la caméra, mais de réaliser aussi en même temps? » Moi, ça m'était pas passé par la tête encore que je pouvais faire de la réalisation. Moi, dans ma tête, j'étais un caméraman et c'est ce que je voulais faire, devenir caméraman. Mais la réalisation, je trouvais ça... je pense pas que je suis ferré pour faire ça. Puis un mois après, ils ont dit « Hey, on a un show qui s'appelle Opération Kathleen. Ça te tente-tu de faire ça, la caméra et la réalisation en même temps? » Ah! Là, j'ai fait « Ah, ça peut être le fun. » Puis ça a super bien été. 5 mois après, j'avais 5 shows. Je m'occupais de 5 shows. Et il y avait un mobile de production à la télé communautaire, ce que CHOT n'avait pas. Et là, on pouvait faire du multicaméra. Ça, c'était une autre couche. OK, là, il faut que tu choisisses. Dans le fond, la multicaméra, c'est de faire ton montage en direct. T'es à la seconde près. Tu choisis la meilleure image selon tes caméras, puis tu la mets en onde pour que les gens à la maison comprennent ce qui se passe. Puis là, ben, c'est là que j'ai fait mes premiers multicaméras à la télé communautaire. C'est dur, le multicam. C'est dur parce que, pour mes nombreux auditeurs, je fais du multicam avec le logiciel. J'ai 4 caméras à gérer là ici dans le studio. Ouais. Mais aller chercher le focus sur l'individu, aimer ça faire un gros plan, puis sur moi, puis de jouer avec ça, le multicam, moi j'adore, je trouve ça. Mais on va arriver à ça parce que là, on va s'en aller tranquillement pas vite vers En direct de l'univers. Ouais. Puis Dieu sait que du multicam, c'est pas mal ça, là. Pas mal ça, oui. Mais écoute, Luc,
je t'écoute aller, là, puis je sens de la passion. Dans mon podcast, j'invite des gens qui ont de la passion. Mon tout premier invité ever à mon podcast, ça se trouve que tu le connais. Mon ami Martin Beaulieu, qui est caméraman. Ben oui. Et on travaille ensemble souvent à Québec. Exact. Ben oui. Et on va y arriver à ça, mais Martin me disait, ce qui transcendait de son message, c'était sa passion. Mm-hmm. J'avais posé la question, si tu avais à refaire un peu ta vie ou c'est quoi sa passion, lui, c'était vraiment le côté caméraman. Il m'a dit, moi là, c'est ça ma vie, c'est ça ma passion, et ça l'a amené à voyager. Ben oui. Ça l'a amené à rencontrer des gens, dont Luc Sirois, dont plein d'autres personnalités connues, moins connues. Je ressens la même chose, je ressens cette même fibre. Fait que pour toi, là, on peut dire merci à Mme Perry à l'époque de ton école au high school, parce qu'on lui doit beaucoup aujourd'hui. Là. Les gens vont le voir là, dans les prochaines minutes. Là. Moi, je lui dois beaucoup parce que c'est elle qui m'a semé la première petite graine dans ma tête de dire « Ah, peut-être que je peux faire ça dans la vie, tu sais. » Puis c'était clair que moi, je savais pas. Tu sais, à cet âge-là, tu sais pas ce que tu veux faire. T'as plein d'options. Tu dois peut-être en construction, sur la ferme, mais tout ça, mais je sais pas, elle m'a mis quelque chose, puis j'aimais écouter la télévision quand j'étais jeune. Tu sais, à un moment donné, il y avait une émission quand j'étais jeune qui s'appelait Bagatelle. Ben oui. Tu te rappelles de ça? Ben oui, le samedi à 4h. Nous, là, à l'époque, là, on n'avait pas des systèmes. Tu sais, quand ça passait, tu l'écoutais, parce que si tu le manquais, c'était fini. Fait que nous, là, le samedi, je disais à ma mère, maman, à 4h, moins 5, parce qu'on avait une cloche sur le bord de la porte. Tu sonnes la cloche, parce qu'on jouait dehors à l'époque. Ben oui. On va rentrer, on va écouter Bagatelle, après ça, on va retourner dehors jouer. Mais c'était une religion pour moi d'écouter Bagatelle. Bref. Et quand ils ont tiré la plug sur Bagatelle, peut-être 7-8 ans, je sais pas, mes parents m'ont dit, hey, là, ça reviendra plus. Ils ont tiré à la plug sur Bagatelle. Moi, dans ma tête, j'ai fait, ben voyons, ça se peut pas. Puis je me souviens de me dire dans ma tête, un jour, je vais travailler en télévision, puis je vais coller les shots. Puis c'est clair que je vais remettre Bagatelle en ondes. Donc, c'est fou, là. C'est avant Mme Perry, finalement. Oui, bien avant Mme Perry, mais je m'étais dit, c'était une injustice pour moi qui tire la plug, ce show-là. Mais la télé, pour moi, a tout le temps eu un côté fascinant. Puis, tu sais, nous, il y avait 3 postes en français à l'époque. Là. C'était le Canal 10, il y avait Radio-Canada, puis Télé-Québec, qu'on avait, nous, en Ontario. TV Ontario, t'es arrivé un petit peu après. Fait que là, ton parcours avec ton expérience, avec cette station-là, ben là, indéniablement, ta piqûre, c'est ça que tu veux faire, c'est clair, net et précis. Là, j'étais à la télé communautaire en Outaouais. Ouais. Là, mon next step, c'était ma prochaine étape, c'est que je voulais faire un show réseau. Mais là, un show réseau, en Outaouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est des shows régionaux. C'est normal. Mais pour faire des shows d'un réseau national, comment que je peux m'y prendre? Puis finalement, j'ai trouvé un poste à Trois-Rivières. J'ai passé une entrevue à Trois-Rivières pour faire de la publicité. Mais dans le deal, je veux faire de la publicité, mais j'aimerais ça aussi faire des shows de télé réseau. Puis ça, eux, ils en faisaient. Ils ont fait parfait. Fait que j'ai fait 2 ans de publicité. Que j'ai aimé. Ça m'a permis de penser autrement puis de créer des affaires en 30 secondes. Tu sais, une publicité, dans le fond, c'est de créer une histoire en 30 secondes pour vendre un produit. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que j'ai fait ça 2 ans, puis là, après ça, ils m'ont donné mon premier show réseau qui était, ça s'appelait Table Gourmande. C'était un show de cuisine. OK. Après ça, j'ai fait Secret Chef. Après ça, il y avait une émission qui s'appelait Pas si bête que ça, un show d'animaux à TQS qui m'ont donné, que j'ai pu faire. Puis la transition pour moi entre Trois-Rivières et Montréal, c'était un show qui s'appelait Blackout au Lion d'Or avec Robert Gillet à l'époque, qui était comme le Jerry Springer québécois. Mm-hmm. Puis c'était produit par Trois-Rivières, mais tourné à Montréal. Puis là, ils m'ont demandé, on dit, OK, toi, on veut que tu fasses ce show-là. C'est tes premières expériences comme réalisateur. Comme réalisateur multicaméra, je vais dire, pas en variété, mais en télé réseau. Là. Tu sais que
à TQS, puis là, c'était plus... Fait que là, ça m'a permis de faire ma transition à Montréal. Mais quand je suis déménagé à Montréal de Trois-Rivières, puis finalement, j'ai eu un appel d'une émission. Ça, c'est très drôle parce que j'ai eu un appel d'un producteur qui m'a proposé un show d'animaux parce qu'il savait que j'avais fait un show d'animaux à Trois-Rivières qui s'appelait Bec et Museau, animé par France Baudouin. Ah, misère. Ça a été son premier show à Montréal. Fait que c'est là que France puis moi, on s'est connus. Puis à vos débuts de carrière. Ben, à Montréal. France, elle faisait de l'animation à Sherbrooke. Puis moi, je faisais de la réalisation à Trois-Rivières. Mais on s'est vraiment rencontrés sur Bec et Museau ici, à Montréal. Puis, ça a été un beau show. C'était le fun à faire. Puis là-dessus, je faisais la caméra et la réalisation. Un peu comme j'avais vécu dans mes débuts en Outaouais. Puis ça a tellement bien été que France m'a présenté à Claudine Desrochers, qui, elle, faisait un show avec Guy Cloutier à l'époque, qui s'appelait Les Saisons de Claudine. Il partait ce show-là, mais il n'y avait pas de réalisateur parce que c'était fait à Sherbrooke. Puis là, ben, j'ai eu un appel de Guy Cloutier. Ouais, il m'appelait Spielberg. Hey, Spielberg, veux-tu faire un show? On fait un show Saison de Claudine. Ben oui, certain, je vais faire ça. Fait que j'ai fait, je pense que j'ai fait 750 émissions d'1 heure des Saisons de Claudine à l'époque. Puis là, c'est là que mon nom a commencé à circuler. Puis Guy Cloutier m'a connu comme ça. Puis c'est lui qui m'a donné ma première chance avec une émission de variété qui s'appelait Palmarès à l'époque, animée par Virginie Coussa. Puis après ça, ils ont beaucoup aimé mon travail là-dessus. Puis il m'a permis de faire La Fureur pendant 3 ans. Fait que là, ça a comme démarré ma carrière en variété. Mais en parallèlement, il y a un gars qui s'appelait Peter McLeod, qui était un humoriste, qui travaillait avec ma conjointe de l'époque, à La Belle et McLeod. Puis il fallait qu'on capte son show d'humour. Puis moi, j'avais dit, Peter, je vais capter ton show d'humour. C'est moi qui vais te le faire. Puis il avait fait, ben certain. Puis là, ben c'est là que ça m'a permis de rentrer dans le monde de l'humour aussi. Parce que tu sais, il y a plusieurs branches là-dedans. Il y a le variété où c'est de la musique, il y a l'humour, il y a plus les quiz, il y a tellement, il y a les téléréalités, bref. Tout ça, moi, j'aime ça. Fait que ça m'a permis de faire, dans le fond, de l'humour, du variété, des quiz, de la télé-réalité, parce que j'ai parti à l'époque L'amour dans le pré. Ça aussi, c'était... Fait que très rapidement, en arrivant à Montréal, là... ça n'a pas été long. Ça n'a pas été long. Tu as commencé à frayer avec des grosses pointures, des gros noms. Tu avais ton nom, tu avais ta réputation. Mais ça, tu as tes références. Ouais, mais tu t'en rends pas compte de ça. Tu as un appel, tu sais. Moi, mes 2 premiers shows à Montréal, ça a vraiment été Bec et Museau et Jardinant avec Albert, qui étaient 2 shows d'été. Jardinant avec Albert, qui était un show en direct. Fait que je découpais live dans une plate-bande d'une maison avec Albert Mondor. Puis je travaillais 2 jours là-dessus et 3 jours sur Bec et Museau. Ça faisait ma semaine. Mais ce qui était particulier, c'est que c'était 2 shows complètement différents et sur 2 réseaux différents. Et je me souviendrai tout le temps, à la fin de cet été-là, le TV Hebdo, à l'époque, je sais pas si ça existe encore, le TV Hebdo. Je pense. Non, en tout cas, bref, le TV Hebdo avait puis je l'ai gardé, ça avait fait un front sur leur magazine, on va appeler ça comme ça. Puis les 2 coups de cœur de l'été pour le TV Hebdo, ça avait été Bec et Museau et Jardinant avec Albert. Puis c'était mes 2 premiers shows officiels à Montréal. Fait que ça m'a aidé. C'est niaiseux, mais à l'époque, le monde vérifiait ces choses-là, puis ça m'avait aidé après ça d'aller... Tu sais, j'avais comme une carte de visite. Regardez, j'ai fait ça, j'ai fait exact. Ça. Fait que... Puis après ça, le nom se promène, circule, les références et tout ça. Moi, là, je suis un amateur. Je connais pas ça, ce milieu-là. J'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse. La différence entre producteur, réalisateur, régisseur, sonorisateur. En gros, vite, le réalisateur, là, il fait quoi? Puis les autres, ils font quoi? Ben, le producteur, c'est lui qui va aller chercher le financement pour... Tu sais, le producteur, il va avoir souvent le mandat du diffuseur de produire un show. Donc, il va aller chercher le financement. Il va aller chercher les concepts, le format, tout ça. Lui, le producteur s'occupe de ça. Après ça, le producteur, il va engager un réalisateur.
Dans le fond, moi, ma job, c'est de dépenser l'argent du producteur, puis de prendre cet argent-là, de créer un show, puis de le mettre en ondes. Le concept est déjà existant, mais c'est toi qui vas le peaufiner. Ça dépend. Il y a des concepts qui sont, oui, existants, mais en meeting, on va en jaser, puis là, on va trouver des nouvelles idées, puis on va leur travailler. Tu sais, c'est tellement un travail d'équipe, un show de télé, là, ça part... Tu sais, quand je me rappelle, quand on a parti Prière ne pas envoyer de fleurs, là, c'était une page, là, c'était un texte. On tue quelqu'un, puis on le roast. Mais là, à l'époque, il y avait moi puis Dominique Anctil, puis ils nous ont comme donné ça dans les mains, puis on s'est regardé, on fait quoi avec ce show-là? On part de où? Parce que c'est la mort, c'est tout le temps touché, puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis moi puis Dom, on s'est assis, on a pondu des affaires, il y a eu des super belles idées qui ont sorti de ça, puis c'est là que le show, tu sais, après ça, il se greffe des chefs recherchistes, puis il se greffe des producteurs, puis il se greffe plein de monde, l'animateur. C'est vous qui décidez l'animateur? Est-ce que c'est le réalisateur qui décide? Moi, je veux avoir Patrice Lécuyer, je veux avoir... Non, moi, quand, mettons, souvent, moi, quand je vais arriver dans le processus, l'animateur, souvent, est choisi. C'est des décisions de diffuseurs, c'est des décisions de réseau, c'est des décisions de producteurs. Puis ça, c'est correct. Puis ils vont dire, OK, on a un tel show, c'est lui qui anime, on part avec ça. Puis là, on part dans cette direction-là. Puis le show, c'est le fun parce qu'on va le monter aussi à l'image de la personne qui va l'animer, tu sais. Tout va être bâti avec lui. Puis lui ou elle, ben, ils vont mettre leur grain de sel là-dedans, puis on va s'arranger pour que il soit à l'aise là-dedans, tu sais, qu'il soit bien, puis que, tu sais, un show, quand l'animateur ou l'animatrice débarque, c'est quasiment sa maison, tu sais, je dis qu'il faut qu'il soit confortable, puis faut qu'il se sente à l'aise, puis il faut qu'il n'y ait aucune, tu sais, dans sa tête, il faut que ça soit clair, puis tout soit parfait pour lui ou elle. T'es le chef d'orchestre. Ouais, c'est un peu le principe d'un chef d'orchestre, mettons. On peut comparer. Souvent, on me compare à un chef d'orchestre. Puis dans la région, on bouge. Tu sais, on n'est pas... tu sais, on n'est pas les bras croisés comme ça, puis stand-by là, prend un. Non, parce que quand le show part, on embarque dans le show. On est dedans, on le vit. Moi, je le vis. Moi, je parle pour moi parce que c'est rare que je vois d'autres réalisateurs travailler. Là. On se compare pas parce qu'on se voit jamais. Moi, quand je fais mes shows, je suis sur un show, je fais mon affaire, puis un autre réal va faire... Peut-être qu'il va travailler autrement, d'une autre façon que moi, mais je ne sais pas. On se compare pas. On se voit jamais. Mais moi, ma façon de faire, c'est que je dois vivre le show. Je veux pas le dire, je le vis en moi, mais pour moi, je le vois, puis je tombe comme dans une bulle de concentration parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Là. J'ai mon assistante qui me parle ici, qui elle, par rapport à moi, est dans le futur. Puis je suis tellement chanceux parce que je considère que je travaille avec les meilleurs assistants et assistantes. Mais c'est une qualité. Je suis vraiment choyé. C'est une qualité de bien savoir s'entourer. Hein? Je pense qu'il faut que ça soit. Ça part. Je travaille avec des personnes extraordinaires. Puis je sais pas, mais des fois, ils me font m'endurer. Mais en tout cas, ils m'endurent. Mais tu sais, c'est incroyable. Fait que eux, par rapport à moi, ils sont dans le futur. Ils vont me dire ce qui s'en vient. Mais moi, j'écoute toujours cette voix-là de cette oreille-là. Tandis que l'autre oreille, j'ai un casque d'écoute. Puis dans l'autre oreille, je vais écouter ce que les autres ont à me dire. Si un régisseur a une question à me poser, si le gars de son a une question à me poser, si le DOP a une question à me poser. Et ça vient de cette oreille-là. Mais cette oreille-là est dédiée à mon assistante. Mais ça se passe en même temps. Mais aussi, je dois écouter le programme. Je dois écouter la musique. Je dois écouter ce qui se passe. Fait que je suis tout le temps... C'est comme si je séparais mon cerveau des fois en 3 ou en 4. Parce qu'en même temps que j'écoute tout ça, ben mon travail, c'est de sélectionner le meilleur plan à la seconde près pour le mettre à l'écran. Tu sais, c'est pas... Les gens qui connaissent pas ça, ils pensent que c'est magique. On écoute un show de télé, puis tous les plans arrivent un après l'autre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Faut les déterminer, faut les choisir. Puis on travaille avec des équipes incroyables. Puis chaque caméraman... sait très bien où ce qui s'en va, puis on donne des mandats à ces gens-là. Ils savent, tu sais, mettons sur En direct de l'univers, la 2 sait qui est sur l'invité ou sur le chanteur en gros plan quand ça commence, puis la 3, c'est mon sniper, il va aller chercher d'autres choses, puis la 1 va être sur l'invité qui va réagir à ça. On a un plan de base. Mais quand on répète En direct de l'univers, j'ai aucune idée comment l'invité va réagir parce qu'elle n'est pas là. C'est des surprises. Fait que
on doit surfer avec ça. Fait que je peux bien prévoir, moi, en répète, OK, la 2 à ce moment-là va être là, puis la caméra 6 va être là, mais si l'invité se lève debout, puis qu'elle se met à pleurer, ou à danser, ou à rire, ben c'est ça qui est prioritaire. C'est de comprendre puis de faire comprendre aux gens à la maison ce qui se passe au niveau de l'émotion. Là, je te parle en direct de l'univers, mais chaque show a leur particularité. Chaque émission, tu sais, chanteur masqué, c'est un autre affaire. C'est totalement différent qu'en direct de l'univers. Puis quand je fais « Il y a du monde à la messe », c'est une autre affaire. Mais c'est ça qui est le fun. C'est que j'ai pas l'impression de... J'ai jamais eu ce feeling-là d'aller puncher. Jamais. Puis si un jour, je vais puncher... Tu vas arrêter ce Je vais arrêter. Je vais aller faire d'autres choses. Parce que c'est pas dans moi d'aller puncher. Moi, quand j'arrive sur un plateau le matin, puis quand je pars le soir, je calcule pas mes heures. J'ai jamais fait ça. Parce que t'aimes ce que tu fais. Parce que j'aime ce que je fais. Voilà. C'est une passion pour moi. Si tu me donnes le choix d'aller monter le Mont-Saint-Bruno ou de faire un show à 12 caméras en multicaméra, ben le choix est pas bien compliqué pour moi. Fait que chaque show a sa propre singularité. Chaque Tu es show... en mesure d'y retrouver ton compte, ton plaisir dans chacun de ceux-ci. C'est la beauté de ton travail. C'est que c'est pas lassant. Tu as des projets qui durent depuis longtemps. Puis on va en parler dans le direct de l'univers. Ouais. On est rendu là. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux varier un peu tes passions. Tu peux varier un peu ton style de réalisateur aussi, j'imagine, parce que d'un style d'émission à un autre. C'est ça. J'aime pas quand on me dit t'as une signature. Pour moi, au contraire, je fais tout pour pas avoir une signature. Fait que quand je fais, mettons, un show comme Il y a du monde à la messe ou un show comme En direct de l'univers ou chanteur, pour moi, c'est des signatures différentes. Puis c'est ça que je veux aller chercher. C'est pas une affaire de robot. Tu sais, un robot, dans ma tête, un robot peut avoir une signature, il va tout le temps faire la même chose. Ça va être, OK, on connaît et on reconnaît le robot numéro 8. C'est tout le temps la même affaire. Mais j'aime varier les choses. Puis des fois, ça peut se ressembler, mais souvent, c'est une question de budget. Bon, qu'on a pas. Tu sais, faut connaître l'histoire aussi du avant et du après d'un show. Là. Souvent, c'est pas les idées qui manquent, mais souvent, c'est le budget qui va manquer. Puis là, on va dire, OK, on va y aller plus standard. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça va être parfait, ça va être beau. Ça va être la base. Ça va être plus la base, mais on sait jusqu'où on aurait pu aller. Mais ça fait partie de la job aussi, de prendre un certain montant d'argent X puis de le mettre en ondes, mais de respecter cet argent-là et de respecter le show, puis qu'en ondes, il ait l'air le plus grandiose puis incroyablement possible, mais avec l'argent qu'on a. Ça, c'est typiquement québécois aussi. En direct de l'univers. On en parle d'abord en direct de l'univers. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment en direct. C'est vraiment en direct. Il y a peut-être quelques émissions dans l'année qui sont enregistrées, mais en direct de l'univers, je connais très bien le fonctionnement. Tu as l'entrée, tu as le premier segment, puis il y a une pause. France va échanger, elle va mettre en prélude, elle va amener les prochains invités. Donc, ce beau setup. Il y a une recette. Il y a une recette qui fonctionne bien. Ouais. C'est une équipe de combien de personnes en direct de l'univers juste pour ma gouverne? Écoute, si t'as combien de caméras? Là-dessus, il y a 6 caméras. Mais dans les spéciaux, on en rajoute un peu des robots, des choses comme ça. Mais à la base, on a 6 caméras pour faire une émission standard du samedi. C'est 6 caméras. Bon. Ouais. Vous avez un plan de match. Ouais, comme moi, j'ai un plan de match, mais je suis pas un professionnel. Donc, souvent, ça part à droite puis on laisse faire à gauche. Tu as un plan de match. De semaine en semaine, ça revient, mais comme tu disais si bien tantôt, tu sais pas comment ton invité va réagir. Tu sais pas s'il va se lever de sa chaise, il va aller sur le stage, il va aller embrasser Dee Snider, pour le nommer, par exemple. Ça a pu arriver, je pense. C'est peut-être arrivé hors d'onde, peu importe. Fait que tu as ton plan de match, mais il faut que tu sois à l'affût. Tantôt, tu disais que tu as ton assistante qui te parle à gauche. Tu as le régisseur, que je sais pas encore qu'est-ce qu'il fait, le régisseur, parce qu'on a... le régisseur, lui... le régisseur de plateau, dans le fond, est le représentant de la réalisation sur le plateau. C'est le
est la patronne du plateau. OK. C'est le régisseur qui dit, OK, parfait, attention tout le monde, on se tait maintenant. On roule dans 10, 9, 8. C'est la patronne. Je vais dire patronne dans le cas de Direct de l'Univers parce que c'est Mélanie Félix qui est la régisseure en chef. Du studio. Puis elle, elle cale les shots. Elle cale les shots en symbiose avec nous dans la régie. Nous, si mon assistante a dit parfait, Céliane Lebreu a dit OK, on est prêt à rouler dans 1 minute. Régisseur de plateau, stand by tout le monde, on est prêt dans 1 minute. Elle représente la régie, mais en symbiose. Je veux dire, on travaille pas un contre l'autre, on travaille ensemble. Puis pendant le show, c'est la régisseur qui donne les décomptes à l'animation à France. Elle va dire attention, il te reste 1 minute, il te reste 30 secondes, 15, c'est fini, tu défonces, va falloir couper dans l'autre bloc. C'est tout ça, là. Puis aussi les régisseurs, parce qu'il y a Mel qui est en avant, mais il y a aussi Véro O'Reilly qui est à l'arrière. Il y a plein de monde là, qui donne les cues. OK, c'est à toi, vas-y! Elle pousse le chanteur au bon moment on stage. Tout ça se fait pas par magie. Là. Il y a quelqu'un qui a dit au chanteur, c'est à ton tour, dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Le chanteur rentre on stage, il fait ça tout. Et là, toi, tu sais que ça s'en vient. Donc, tu dis caméra 2, caméra 4, exact. Focus. Là, je vais te demander une permission. Je sais pas si ça va être accepté ou pas. Quand je suis allé en studio, Luc, avec ma conjointe, on a filmé de quoi ça avait l'air avec notre iPhone. Je sais pas si je vais être capable de le mettre dans mon intégration. J'en mettrai un bout si tu m'autorises à le faire. Ben, c'est les droits musicaux, ça, c'est plus touché, mais si c'est en régie. C'est en régie. Ah, puis c'est nous qui découpons, ça, t'as pas de problème. En fait, c'est de te voir, parce qu'on te filmait toi comme chef d'orchestre. Oui, j'ai pas de problème. Puis, est-ce que je vais être capable, là? Peut-être que je serai pas capable de le mettre dans mon montage, parce que je suis un amateur, je suis pas un professionnel. Mais, en tout cas, j'aimerais ça que les gens puissent voir ce que moi j'ai vécu en régie avec ton équipe, avec ton assistante, avec tes je sais pas combien d'écrans de télé là, que tu as devant toi, avec le bruit, avec un invité, avec sa conjointe, puis avec tout ce beau monde-là. Parce que c'est de toute beauté de voir aller Luc Sirois, parce que c'est carrément une chanson. Tu chantais quand tu faisais là, préparation de la 2 dans 30, puis de ci et de ça. Stand by la 2 et 2. Attention 3. Attention la 1 et 1. Attention 2 et 2. Attention 6. Stand by la 2 et 2. Attention la 4 et 4. Attention la 1 1. Attention 2 et 2. Attention 3 et 3. Attention la 2 et 2. Attention la 6 et 6. Attention la 1 et 1. Attention la réaction, c'est bon. Attention 2 et 2. Et une super. La 1 et 1. Attention 3. Attention la 1 et 1. Attention 4 et 4. Attention la 2 et 2. Attention 6 et 6. Attention la 2. 2. Attention la 5 et 5. C'est parti. Attention la 2. Ça s'en vient. Et 2. Attention 3 et 3. Attention 2 et 2. Attention la 1 et 1. Attention 2 et 2. Attention la 6. Ça s'en vient. Et 6. Attention à la 3 et 3. Attention à la 1. Attention 2 et 2. Attention à la 4 et 4. Attention 2 et 2. Attention 3 et 3. Attention à la 2 et 2. Attention 1. Attention 2 et 2. Attention 6 et 6. Stand by la 2 et 2. Attention à la 5 et 5. À la 2 et 2. Attention 3 et 3. Attention 2 et 2. Attention la 1 et 1. Attention 6 et 6. C'est parti. Stand by la 2 et 2. Attention la 1. 1. Attention 6 et 6. On est en dégagement. Stand by de la signature. Attention 2 et 2. Une signature. Attention 1. Attention 3 et 3. Attention 2 et 2. Attention la 1. Attention 3 et 3. Attention 2 et 2. Attention 6 et 6. Attention 2 2. Attention 1 1. Attention 2 et 2. Attention 3 et 3. OK. Attention la 1 1. Attention la 6. Et arrive. Et 6. Attention 1 et 1. Attention 2 et 2. Inspire. En tout cas, c'est dur à expliquer, mais je tombe vraiment dans une zone où j'ai aucune idée. Je me vois pas. Tu comprends ce que je veux dire? Complètement. Je me vois pas travailler. Je fais ce que je dois faire au moment où je dois le faire
Parce qu'il y a aussi mon aiguillage à côté de moi, la personne qui fait l'aiguillage, qui me suit. Si je dis stand-by la 1, elle apaise 101, elle a en onde, la caméra 1, c'est instantané. Puis, elle peut pas attendre 15 frames. 15 frames, c'est une demi-seconde en passant en télévision. Parce que si elle attend le 15 frames, moi, je tombe off. Moi, quand je dis cut, c'est pour ça qu'on bouge, hein. Stand-by la 1, prends 1. Quand je fais ça, elle, ça l'indique quand peser sur le bouton. Parce que si j'ai les bras croisés et je dis stand-by le 1, prends 1, elle prend 1 où? Quand je dis 1, après le 1, avant le 1, quand je stand-by 1, elle prend quand? Fait que c'est pour ça que je fais, OK, attention, 1, prends 1. Quand je fais ça, elle pèse sur le piton. Là, après ça, il faut que je prépare la suite. Mais si tu dis stand-by 1, parce que moi, je sais exactement, je l'ai vu. Si tu dis stand-by 1, ça mais veut dire... en réalité, elle va être prête, mais exact. Si tu décides de pas aller sur prends 1, va sur 2. Fait que... Ça arrivera pas, ça. Si ça arrive, ça va être clair. Parce que ça peut arriver, je dis stand-by la 1, mais là, je vois quelque chose qui se passe, mettons, sur la 3. OK, oublie la 1, stand-by 3, prends 3. Ça va ressembler à ça. Mais ça sera pas stand-by 1, prends 4. Ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'elle, son piton, son doigt, il est sur la 1. Puis quand je dis 1, si je dis 4, elle va peser sa 1 probablement, parce que c'est un réflexe. C'est très dangereux faire ça. Mm-hmm. Si quelqu'un fait ça, c'est très dangereux. Parce que c'est là qu'il peut y avoir, on appelle ça des miscuts. Ça veut dire que tu peux mettre une caméra en onde qui n'a pas rapport, qui est en déplacement. Parce que ça aussi, pendant qu'on roule, il y a des caméras, je ne peux pas me servir. Parce que les caméras sont en déplacement, sont en train de se placer pour ce qui s'en vient. Okay. Parce que Célie, elle, mon assistante, je prends en direct de l'univers parce que j'ai Mélanie Boileau aussi qui est extraordinaire, qui fait plein d'autres shows avec moi. S'ils me disent, stand-by, dans 5 secondes, il y a un solo de guitare. Moi, quand j'entends ça, je sais que la 2, tu t'en vas sur le solo de guitare. Stand-by la 2. Mais si je vois que l'invité, en attendant, elle vient de se lever et elle capote parce qu'il y a un solo de guitare, ça se peut, je passe par la caméra 1 qui est sur l'invité. Là, je vais dire, attends, stand-by 1, prends 1. Tu comprends? Puis là, on va aller au solo de guitare après qui va être sur la 3, mettons. Mais ça se fait tout dans des fractions de seconde. Mais c'est dangereux. Mais elle me dit ce qui s'en vient. Elle va placer des caméras aussi. Elle va dire, la 6, mets-toi en plan large parce qu'il y a de la pyro qui s'en vient. Moi, je l'entends dire ça, mais je le sais que c'est pas le moment de mettre la 6 en onde parce que moi, je suis au moment présent. Mm-hmm. Elle est dans le futur par rapport à moi. Moi, je suis au moment présent, elle est dans le futur. Fait que t'entends ça. J'entends ça. Ton assistante. Parce là, que moi. Tu parles puis tu gères ton monde. Parce que nous, là, je vais prendre des feuilles de secondes, là, mais quand on roule le show, là, on a un line-up. Ça s'appelle une feuille de route. Mon assistante, elle a plus ses yeux sur la feuille de route. Parce qu'elle a pris des notes. Elle sait, OK, là, telle place, à telle... Mais moi, là, une feuille de route, j'ai pas le temps de la regarder. J'ai mes yeux sur 6 caméras avec le prompteur qui est là. Je regarde tout ce qui se passe. J'ai pas le temps de commencer à regarder ça. Fait que moi, la feuille de route, je vais la regarder dans la pause publicitaire. Et ça va m'indiquer ce qui s'en vient dans le prochain bloc. OK, c'est vrai, il y a ça. Et je me remets le show. Moi, j'ai appris le show par cœur, dans le fond, dans ma tête. Fait que je regarde ce qui s'en vient. Puis là, je fais, OK, il y a ça dans ce bloc-là, il y a ça dans ce bloc-là. Parfait. Mais les détails, comme un solo de guitare, c'est mon assistante qui va me le dire au fur et à mesure qu'on va avancer dans le show. C'est de même ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça se fait en symbiose. C'est tellement un travail d'équipe, ça. Moi, quelqu'un qui me dit je fais un show tout seul, ben je le crois pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est une équipe. Puis nous, l'équipe dans Direct de l'Univers, je vais prendre ce show-là en exemple. Moi, ça fait 8 ans que je fais ce show-là. On se connaît, on passe tous nos samedis ensemble. On déjeune ensemble le matin. Là. On s'emmène du pain, on se fait des toasts. Je veux dire, c'est une famille pour moi en Direct de l'Univers, cette équipe-là. Chaque membre de l'équipe est important. Il n'y a personne qui n'est pas important sur ce show-là. Parce que chacun s'emboîte dans un casse-tête. Puis si le casse-tête il est beau à la fin de la journée, à la fin de la soirée, ben c'est parce que on avait tous nos joueurs, puis tout le monde a joué sur la patinoire en même temps, puis on est allé scorer à l'autre bout. Puis c'est le même qu'on peut réussir à faire des shows comme ça. Parce qu'une équipe qui n'est pas habituée de travailler ensemble, ils ont certaines façons de faire. Puis
Ça arrive, là. Je viens de faire le gala du cinéma. C'est pas une équipe qu'on est habitué de travailler ensemble. C'est une équipe qui est montée. Puis on se connaît toutes quand même. Ben, c'est ça. Mais c'est des one-shots. Ça, moi, j'appelle ça des one-shots. Un gala, là, quand je fais, mettons, le premier gala de la disque, ou là, t'es faufounes serrées parce que t'es dans un environnement que tu contrôles, mais pas trop. T'as répété un peu, mais... Puis là, ben, faut que ça soit parfait. T'en fais un. En direct de l'univers, on en fait tous les semaines. On prend des notes. On corrige des choses constamment. Il y a une grosse différence entre faire du direct et du pas en direct. Donc, c'est pour deux. toi, comme réalisateur... Mais c'est deux façons de travailler différentes. Mais est-ce que c'est plus stressant pour toi de faire du direct parce que tu n'as pas de marge d'erreur? Tandis que là, on fait un podcast, c'est enregistré, je vais faire du montage, on peut faire un cut, on peut recommencer. Quand tu fais pas du direct, tu as cette possibilité-là de dire, OK, on va prendre ça. Moi, même si c'est pas en direct, je travaille comme si j'étais en direct. OK. Tu comprends? Mais il y a des shows comme Chanteur masqué qu'on sait qu'on va retourner en montage. Puis ça, là-dessus, il y a de la réalité augmentée. Il y a plein d'affaires qui sont d'une autre façon de faire les choses. Puis on va travailler plus pour les ISO dans un show comme ça. C'est-à-dire, les ISO, ça veut dire que toutes les caméras sont enregistrées sur des disques durs et au montage, on va pouvoir aller sélectionner les plans qu'on veut. Mais pour avoir les plans qu'on veut, il faut que les caméras soient positionnées aux bonnes places. Même si on n'est pas en direct, ben, faut que je travaille plus mes angles de caméra, puis je vais moins me peaufiner le direct, mon programme qu'on appelle. Lui, je vais moins le travailler quand que je sais que je vais retourner en montage. Je vais en faire un pour donner une direction au montage, au chef monteur. Ah, OK, ils voyaient ça un peu comme ça. Après ça, ils vont les peaufiner. Ils vont tasser une image d'une seconde. Ils vont aller chercher un autre angle qui était plus le fun à ce moment-là, qui s'est passé quelque chose. Puis ça, c'est un show de montage. Mais Chanteur masqué, c'est ça. C'est vraiment un show de montage. Mais la réalité augmentée, si on la fait en direct, par exemple, elle est appliquée live sur les plans de caméra. C'est toi qui mets le tag Final Approve d'une émission après le montage tantôt? Non, il y a plusieurs personnes qui vont mettre un tag. OK. Il y a plusieurs personnes. Mais tu es une des dernières personnes à mettre ton grain de sel. Je suis une des dernières personnes qui va visionner le show final. Tout show confondu, là, que ce soit un gala, que ce soit en direct de l'univers. Oui, je fais toujours partie de cette loupe. Okay. C'est sûr. Okay. C'est sûr, à quelque part, c'est moi qui signe le show aussi, là, au niveau de la réalisation du plateau. Mais comme Chanteur masqué, il y a quand même un réalisateur post-prod qui lui aussi va avoir son mot à dire là-dessus. Mais on va regarder ça ensemble. Lui va regarder de son bord. Moi, je vais regarder de mon bord. La productrice va regarder de son bord. Les chefs contenus dans les réseaux vont regarder ça de leur bord aussi. On va tous donner nos commentaires. Puis là, on va avoir une version finale. On va tous regarder la version finale. Puis là, on va tout être d'accord pour dire, OK, ce show-là, on peut l'envoyer en ondes. Puis tout le monde va être heureux. Mais tant que ça, c'est pas fait, ben, on va faire des corrections. En direct de l'univers, c'est à chaque semaine. Ouais. C'est de l'ouvrage. Ça prend une grosse équipe. Tu as la meilleure équipe du monde. Comme tu disais, tu es bien entouré. Tout le monde est important. Ouais. Une émission, un épisode, ça commence quand? Vous commencez à travailler quand? Sur l'équipe de recherche, je comprends la question. T'as tourné ton émission le samedi. Pour le samedi suivant, vous commencez à travailler quand? Ça marche pas comme ça. Je te dirais que ça commence un bon mois. Mettons, on prend le show 1, là, le show 0 du premier en septembre, quand ça commence. Là. Je te dirais que les équipes de recherche, les chefs contenus, France met sa main à la pâte énormément dans ce show-là. Elle a son mot à dire, puis c'est très important parce qu'elle est des idées. C'est la productrice? Oui, aussi. Mais elle a des idées de feu. Là, puis sa sœur aussi, Josée, sont vraiment importantes dans le processus. Mais eux, ils commencent à travailler au moins un mois avant, là. Au moins un mois avant. Mais ils commencent pas à travailler un mois avant sur le show 1. Ils vont commencer à travailler un mois avant sur show 1, show 2, show 3, peut-être le show 6, peut-être qu'ils ont un flash pour un tel invité au show 8. Ça marche pas par show. Ça marche par silo. L'ensemble de la structure. Puis, show du jour de l'an, ils peuvent commencer 3 mois avant. Ils vont commencer à avoir des flashs. Ah! J'ai ce flash-là, ça va être bon le jour de l'an. On écrit ça. Mais ils vont en reparler une semaine après, mais c'est tout emboîté. Fait que je peux pas te dire combien ça prend de temps à monter un show. C'est pas de même ça marche. Quand vous avez le choix des invités, parce que vous devez inviter
pas mal à l'avance parce que les artistes ont tous des agendas très, très, très occupés. Ouais. Donc, le questionnaire que cet invité-là doit répondre. vous donne beaucoup d'indices aussi. OK, là, il aime beaucoup tel artiste, Là, vous devez regarder aussi, OK, tel artiste international va venir à Montréal ou à Québec, au Canada, il check tout ça, il regarde. Mais on part vraiment du questionnaire de l'invité. Vous partez du questionnaire, mais vous allez chercher à faire des relations, puis essayer d'avoir des gros noms, des artistes qui vont être par hasard dans la région, qui va faciliter... mais des fois, c'est pas par hasard. Il y a des artistes qui fly in, fly out. Là. Ben oui. De LA, ça arrive souvent là, qu'un artiste va venir de la France. Souvent, c'est pas nécessairement un artiste, mais ça peut être un ami proche qui vit à Vancouver, qu'on va faire fly in, fly out pour le show. Puis là, l'invité fait, ben voyons donc. Mais pour monter les émissions, donc c'est plusieurs semaines à l'avance, mais pour monter le show musical, là, ça, choisir les... Ouais, mais combien de temps à l'avance il fait ça? C'est dans le même ordre des choses? C'est plusieurs semaines à l'avance? Je reçois des fois, parce qu'il nous envoie les liens mettons, du MD d'ouverture. Des fois, je reçois 3 semaines d'avance. Il peut commencer à avoir travailler là-dessus. Mais lui, il va attendre un petit peu plus, parce qu'il va juste attendre que ça soit locké, tu sais, que ça soit barré dans le sens que on est certain que ça va être ça, le medley d'ouverture, que les artistes sont bookés. Tu sais, il veut pas travailler dans le vide non plus. Mais je te dirais 2 semaines, 3 semaines avant, il va commencer à travailler ses medley puis ses tunes dans chacun des shows. Fait que vous avez plusieurs shows en tête en même temps qui se travaillent. Constamment. Constamment. C'est toujours. Comme là, on est telle date, puis on recommence telle date. Je te dirais le show qu'on va refaire, il est déjà pas mal seté. D'avance. T'as pas le choix. C'est trop des grosses structures, c'est trop gros comme infrastructure pour être à la dernière minute. Mais, ça a déjà arrivé qu'on a une annulation un lundi, puis que le samedi, on est en onde avec un autre show complètement différent. OK, l'invité n'est plus disponible pour X raison que ce soit. Puis ça nous donne 4 jours pour monter le show. Vous pouvez pas m'inviter? 4 jours pour monter un show. T'imagines-tu? Ça n'a pas de bon sens. On l'a fait. Ça, c'est un peu touché. Fait que, mais ça s'est déjà vu. Mais planifiez-vous des invités backup? Parce que là, c'est arrivé en X nombre de saisons, c'est arrivé pas trop souvent. Ce fois-là, on avait récupéré des numéros qu'on avait préparés pour l'invité X qui n'a pas pu se présenter, mais ça reste que c'était... Tu sais, un exemple de ça aussi, c'est quand Michel Louvain est décédé. C'est Michel Louvain, je pense, ou Guy Lafleur. Je mets les deux. J'en ai... Bref, un des deux, je pense que c'est Michel Louvain. On n'était plus en ondes la semaine d'après. Nous, on finissait... C'était la fin de la saison le samedi. Michel Louvain décède le dimanche ou le lundi. Puis Radio-Canada nous dit « OK, parfait, on est en ondes samedi prochain, on fait un show hommage à Michel Louvain. » On est reparti. Le décor avait commencé à être démonté. On a remonté le décor. L'équipe de recherche, ils ont fait un job extraordinaire. Puis on a fait un super bon show le samedi suivant. Mais est-ce que le fait d'avoir quelque chose comme ça, un événement ad hoc qui arrive, est-ce que ça rend la chose plus difficile ou vous êtes tellement drivé par l'émotion, le sentiment, puis il y a tellement de réponses, tout le monde veut dire oui à participer à ce show-là? Oui, effectivement. Est-ce que ça peut être un peu plus facile? Oui, il faut que ça soit disponible. Mais c'est quand même, c'est des idées, il faut le faire. Mais des fois... ça peut être... Mais l'équipe est bien rodée, effectivement. Ben clairement. Écoute, moi, je suis impressionné à chaque fois que je vois une émission. Je me tanne pas de l'émission. C'est sûr qu'il y a des émissions qu'on préfère que d'autres parce que ça dépend de nos choix musicaux, nos préférences musicales. Mm-hmm. Mais en même temps, la personne qui est invitée, qui vit ce moment unique-là d'émotion, parce que c'est des émotions. Écoute, je suis pas un pleurnicheur, là. Mm-hmm. Mais moi, je verse des larmes régulièrement en direct de l'univers. On se le fait parce dire que ça me touche profondément. Ben ça veut dire que nous, on a fait notre travail. Totalement. Ça veut dire que moi, ça, on a fait notre travail. On a mis en ondes ce qui devait aller en ondes, puis les gens ont vu ce qu'on devait. Parce que une télé, là, il y a une vitre, hein? C'est un écran. Puis moi, je me dis tout le temps, il faut essayer de trouver la façon de transpercer cet écran-là. Qu'on oublie qu'il y a une vitre,
puis qu'on soit transpercé par ça. Puis que ce qui se passe dans la télé se retrouve à quelque part à l'intérieur de notre salon, chez nous, puis qu'on le vit en parallèle que des gens qui se passent sur le plateau. Fait que ça veut dire que ça, c'est un beau compliment, ça veut dire qu'on a fait notre travail. C'est vraiment puissant, puis comme tu dis, je suis pas seul à le mentionner, mais c'est pas pour rien que cette émission-là dure depuis X nombre d'années. Elle va toucher les gens le samedi soir à 7h. Au jour de l'an, le 31 au soir, c'est un show, c'est un party qui est excellent, puis évidemment, c'est enregistré, mais on ressent l'émotion du temps des fêtes, les gens sont sur la fiesta, les gens sont enthousiastes. Fait que, on s'en fout que ce soit enregistré ou pas, que ce soit en direct ou pas. Ben on a cette émotion-là. Quand on fait l'enregistrement du show en direct de l'univers du jour de l'an, moi, quand je le découpe, c'est comme si j'étais live. Là. Je veux dire, c'est pas... Pour moi, c'est pas... Il n'y a pas de différence. C'est plus long à enregistrer cette émission-là parce que, bon, les changements de décor sont plus gros entre les blocs, tout ça, mais quand on part le bloc, c'est des surprises. Je peux pas arrêter le milieu et dire « Hey, on commence la surprise ». Non, on le fait comme si on était en direct, là. Fait que cette adrénaline-là, ce sentiment-là du direct, on le ressent parce qu'on le fait comme ça. Est-ce que Luc Sirois est accompli professionnellement avec tout ce qu'il a fait? Je regardais tantôt la liste, parce que j'ai mis des recherchistes, moi aussi. Hein? Les recherchistes, c'est moi. Et je lisais tout ce que tu as fait. Là. Je regardais sur toutes les émissions. Puis t'en as nommé plusieurs. Je suis vieux, hein? Ben, en tout cas, je sais pas quel âge, mais... moi, je me sens pas vieux, en tout cas. Moi, dans ma tête, je n'ai pas mon âge, mais... Puis je veux pas non plus... tu sais, souvent, ils vont dire « Ah, c'est un vieux, ça va être ça. Non, je veux tout le temps être à jour dans mes affaires. Je veux pas qu'on... T'es toujours pertinent en 2025, autant qu'en 1986. Je l'espère. Il y a un vieux sage un jour qui me disait... Tu sais, l'âge, c'est juste un chiffre. C'est vrai. Mettons que tu as 70 ans. Ce monsieur-là me disait... J'ai réellement 70 ans, mais si tu me poses la question quel âge j'ai, il va me dire j'ai 50 ans avec 20 ans d'expérience. C'est ça. Ça, ce que ça veut dire, c'est que moi, là, je suis bien, je choisis l'âge que j'ai le goût d'avoir. Exact. Et j'ai plus d'expérience au jour le jour que la vie continue. Oui, parce que l'expérience, ça compte aussi. Totalement. L'expérience fait que tu es une meilleure personne professionnellement, mais aussi personnellement. Alors, toutes les expériences, les petits apprentissages que l'on a au fur et à mesure. Moi, aujourd'hui, là, c'est une rencontre absolument incroyable. Mes invités précédents, ça a été des rencontres incroyables. J'en apprends à tous les jours. Ça me fait du bien. J'aime profondément aller chercher. Alors, pour moi, Blanche, je vais faire ça peut-être aussi longtemps que je vais avoir la santé puis pouvoir le faire. Et j'espère que tu vas pouvoir continuer à le faire très longtemps, en direct de l'univers particulièrement. Ben oui, mais moi, je me vois pas arrêter pour l'instant. En tout cas, ça, c'est clair que j'ai tout de plaisir à faire ça. Puis, tu sais, tu me demandes si je suis... J'y vais au projet. C'est au projet. Les projets qui m'allument, je les fais, puis je suis très heureux dans ma vie. Je suis accompli. Pour moi, j'ai fait ce que je voulais faire, puis non, je suis correct. As-tu refusé déjà As-tu déjà refusé des projets? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on refuse un projet? On n'amène pas, ça nous rejoint pas. Je le sens pas. Okay. Quand je le regarde sur le papier, je le lis, des fois ça existe dans un autre pays, ils vont me montrer un lien, je le regarde, puis je sais pas, j'y crois. Puis si j'y crois pas, comment je peux faire pour le faire croire aux autres que ça va être bon? Mm-hmm. Puis en même temps, as-tu déjà accepté des projets que, OK, j'aurais peut-être pas dû. Ouais. Puis on veut pas de non, veut pas de non. Mais ça m'est déjà arrivé, puis tu sais, une petite voix intérieure. Puis j'avais dit non au début. J'ai dit non, je peux pas. Ouais. Puis non. Puis finalement, tu dis, ça marche dans mes dates, je vais le faire. Mais mais j'ai pas de comment on dit ça dans des...
Ben, faut pas regretter Non, rien c'est dans ça, la c'est vie, ça. c'est des apprentissages. Je ne regrette rien. Ouais. Je veux dire, même s'il y a des shows que j'ai faites que j'aurais pas dû faire, peu importe, mais j'ai appris là-dedans Exact. énormément de choses. C'est la Qui m'ont belle chose. servi sur les shows que j'ai fait après Et de voilà. dire, hey gang, c'est pas une bonne idée de faire ça. Tout à fait. Je vous le dis. Ouais, non. Je vous le dis. Ça, c'est pas une bonne idée. Après ça, s'ils décident de le faire pareil, ben, on va le faire. Mais au moins, mon travail, c'est de dire, oh, attention à ça. C'est pas. Je l'ai déjà testé. Ouais. Ça n'a pas bien été. Mais toutes ces belles expériences-là, belles ou Ben moins oui. belles, Ben oui. font en sorte que on a une meilleure version de soi-même. Donc, Luc Sirois 2025, 2026, au moment où le podcast va être diffusé, et il y a 20, 30 ans, 40 ans, ben, c'est ça la beauté de la chose, l'évolution, les apprentissages. Puis ça, moi, je suis un grand fan de ça, de vouloir continuer à vouloir apprendre puis à s'intéresser. Puis je fais le parallèle à tes tout débuts. Tu voulais apprendre, t'aimais ça, Ouais, t'étais passionné, tu cherchais à aller chercher tous les petits outils pour mettre dans ton coffre à outils. Exact. C'est un peu ça que je fais, moi, avec mes podcasts. C'est un projet personnel, purement, strictement pour m'amuser. C'est ça. Puis, je vois tout le travail qui est fait, mais je vois aussi mes tout débuts de podcasteur. Et à aujourd'hui, je me considère meilleur aujourd'hui. Peut-être Ben oui. peut-être que ça paraît pas pour les gens qui écoutent, mais moi, je le sais. Ah, telle émission, telle affaire. Fait qu'on le voit. Puis c'est ça, l'esprit critique, c'est ça qui est le fun là, de pouvoir amener... Oui, puis quand tu as fait différents postes, parce que nous, en télé, c'est souvent des postes, mais quand tu as touché à plusieurs... Tu ne demanderas pas des choses impossibles à quelqu'un. Tu vas être... Voyons, OK, je comprends ton travail, je l'ai déjà fait. Fait que je vais te demander des choses réalistes pour aller au maximum. Mais il faut l'avoir fait pour comprendre des fois, tu sais, comment ça marche. Aujourd'hui, c'est ton premier podcast. Ouais, premier podcast. Ça se passe bien? Ben oui, ben je pense que oui. À toi de me le dire. Ça va numéro 1, ça peut pas être mieux que ça. As-tu des regrets de participer à un podcast puis d'être frontline devant ces milliers d'auditeurs? Non, pourquoi j'aurais des regrets? J'ai pas de regrets, non. Je suis très bien, c'est bien correct. C'est un plaisir. En tout cas, moi, je m'amuse énormément. On a parlé beaucoup dans Direct de l'Univers, ma fameuse émission. D'ailleurs, by the way, vous avez fait, il y a quelques semaines, une émission grand public. La 400e. Ouais. On était là, je tiens à te dire, j'avais inscrit ma conjointe. Ah oui, hein? Et secrètement. Et ma conjointe m'avait inscrit. Non! Secrètement. Eh oui. Mais on n'a pas été choisi, puis c'est bien correct. Mais j'avais dû recevoir des quantités astronomiques, hallucinantes. Ça marche, ça fonctionne vraiment bien, cette émission-là, à ce niveau-là. C'est hallucinant. Je sais pas combien, là, mais c'est au-dessus des 1000, là. C'est au-dessus c'est vraiment beaucoup. Moi, j'ai trouvé ça super le fun, cette émission-là, parce que, tu sais, je parle de France parce que c'est elle qu'on voit en direct, là, mais elle est tellement charismatique, puis elle sait tellement rendre les gens confortables. Moi, c'est sa grande force. Elle est rassembleur. Ouais. Tu sais, pour nous, le grand public, quand on passe à une émission, il y a des émissions, des fois, on voit des artistes qui sont jumelés à des gens du public, beaucoup dans des jeux questionnaires. Et des fois, on voit chez la personnalité non connue, le grand public, qui sont comme un peu inconfortables ou en retrait, parce que les artistes entre eux c'est normal. Mais on sentait pas ça à cette émission-là avec France. Je me rappelle parce qu'il y avait une personne que je connaissais qui était une invitée que je connais, Manon de Québec. Et puis elle était assise avec... Il y avait 4 invités, puis il était 4 parce qu'il y avait le même... Parce que vous avez ramené Dee Snider. Oui. Hein? Oui. Notre fameux chanteur surprise, ben, était là. C'était un... Puis j'ai trouvé ça vraiment sympathique. J'ai trouvé ça drôle parce que les personnalités connues versus les gens du public, ben, ça se mêlait, puis ça parlait, puis il y avait des interactions. C'était ça le but aussi. C'était beau à voir. Ouais.
Non, c'était quelque chose, ce show-là. J'ai aimé ça, j'ai adoré ça, puis j'espère qu'il y aura des prises 2, 3 et 4 peut-être. Puis On sait jamais ce qui peut arriver. peut-être que je vais être un podcasteur connu à un moment donné, jamais. puis je vais être invité, Ouais, puis là, je vais ça se avoir... Pourquoi pas? L'objectif n'est pas là. Écoute, Luc, c'est super plaisant. Là. Je regarde le temps passer, puis je me dis, ça fait déjà une bonne heure et plus qu'on jase. J'ai même pas regardé mes questions. Toi, tu les as regardées, par exemple, tantôt en prenant mes feuilles. Mais j'adore ça. Puis on va certainement, en tout cas, j'aimerais ça éventuellement continuer peut-être sur d'autres angles. Il y a tellement de choses à dire. Luc Sirois, dans le futur, là, il y a beaucoup de projets encore avec En direct de l'univers. Tu as fait, les galas de la 10, tu as fait ci. As-tu déjà travaillé sur le bye-bye? As-tu déjà travaillé là-dessus? Non, j'ai jamais travaillé sur le bye-bye. C'est quelque chose qui est déjà été discuté? Parce que, justement, quand j'étais à la télé communautaire en Outaouais, c'était un de mes rêves de travailler sur le bye-bye un jour. Tu sais, je me disais, un jour, si je travaille sur le bye-bye, ça va être... Mais finalement, je me suis fait parler une fois de... Mais le bye-bye, c'est un gros one-shot. Hein? On comprend l'expression. Là, Puis c'est énormément de temps avant. Eux, ils travaillent sur le bye-bye. Selon moi, c'est ce que parce que Pascal Leroux, qui est un réalisateur que je connais très bien, qui travaille là-dessus, je pense qu'il travaille au moins 3-4 mois avant le bye-bye. Mais moi, je peux pas faire ça. J'ai mes productions en cours. Je peux pas arrêter un 3 mois à l'automne pour travailler sur le bye-bye, puis ils ont une super équipe, puis ils ont leur équipe, puis c'est correct. Mais je me rappelle à l'époque, quand je m'avais fait appeler pour peut-être travailler sur le bye-bye, ils avaient sondé le terrain, mais tu pourrais-tu? Mais j'ai dit, je peux pas, j'étais trop dans le jus par rapport à mes productions de base que je travaille dessus. Mais en même temps, est-ce que ça serait le summum pour Luc Sirois? Non, moi, le summum, je te dirais, plus maintenant. J'en ai fait beaucoup de l'humour. C'est correct. Mais si un jour, il m'offre le bye-bye, puis j'ai plus En direct de l'univers, puis je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, moi, le En direct de l'univers du jour de l'an, ben c'est comme mon bye-bye à moi. Tu comprends? Ouais. Je dis moi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est notre bye-bye à l'équipe. Mais moi, je suis en onde le soir du bye-bye. Je suis leur locomotive avant. Moi, mission accomplie, j'ai réussi mon défi par rapport à ça. Je suis bien content. Je suis bien fier de ce show-là du 31. Ben, en tout cas, au moment où le podcast va être diffusé, là, on est au mois de décembre. Exact. En fin décembre, j'ai très hâte de voir cette émission-là parce que c'est toujours un rempli de surprises. J'en doute pas. C'est agréable. Tu as travaillé, quand je regardais évidemment là, ton parcours, tu as travaillé sur des grands shows à Québec, les shows. Chanson, qui était un show extraordinaire, ça, oui. La Fête nationale. C'est encore toi à chaque année? Ben, la Fête nationale, c'était mon premier l'an passé. OK. Moi, j'étais à la Fête du Canada. J'ai été 8 ans à la Fête du Canada. Puis cette année, j'étais à la Fête nationale. Mais on sait ce qui s'est passé. La Fête nationale, le show n'a pas eu lieu à cause d'une méga tempête, on va dire ça comme ça. À 10 minutes avant le show, on était prêts. Nous, on voulait juste faire le show. Puis il était vraiment le fun. Il était beau, le show. Bref, tout ça pour dire que le show n'a pas eu lieu, mais cette année, on le refait. Je suis bien content, puis j'espère qu'on va être en onde ce coup-là. J'espère que la température va être dans notre bord. Mais le show de la Saint-Jean, il y a toujours un décalage entre l'heure de diffusion et le temps réel. Je pense qu'il y a toujours une demi-heure. Le show de la Saint-Jean, c'est à Télé-Québec, ça, normalement. Puis il me semble que toujours, genre, ça commence à 9h réellement, puis ça commence à 9h30 sur les ondes. On était live, mais ça... Fait que en tout cas, je te dis ça, sans être certain, mais il me semble que c'est ça. Ouais. Donc toi, dans le fond, tu fais comme un show live. C'est juste qu'il y a un décalage. Puis... oui, moi, ça change rien pour moi. Moi, quand je pars, le show est live, là. C'est la mise en onde qui décide de nous mettre à telle heure puis tout ça, mais moi, ça change rien pour moi. Là. Parce qu'il y a du public, il faut comprendre, les plaines sont remplies. Là. Ouais. Les plaines étaient pleines. Ouais. Puis ils ont évacué les plaines 15 minutes avant. C'était fou, là. Est-ce que ça aurait été le plus gros show? C'est quoi le plus gros show que tu as fait ever? En termes de budget, en termes de production, en termes de grandeur, d'ampleur, de nombre de personnes sur le show? Le plus gros show ever. C'est parce que j'en ai fait des... Tu sais, quand j'ai tourné Wipeout en Argentine,
C'était immense, les machines, puis tout ça. T'as fait ça? Ouais, j'ai fait Wipeout en Argentine pour la version du Québec. Dans le jello, là, puis toutes les grosses affaires. boules, là, on sort des... Ouais, j'ai fait ça, moi, là-bas. Mais ça, c'était une méga production. Il y avait du monde, mais c'était tous... On était 5 Québécois là-bas. Le reste, c'était toute une équipe espagnole de l'Argentine qui travaillait là-dessus. T'étais là combien de temps? On était là 2 mois et demi. En Argentine, pour tourner toute la série au complet. Ouais. Pour travailler avec des équipes. Comme mon switcher était mon réalisateur qui parlait espagnol. Fait que moi, je lui donnais mes... ça, c'était spécial, là. Je lui disais, dans le fond, ce que je voulais, puis lui, il traduisait à l'équipe en même temps en espagnol. Fait que moi, je lui parlais en anglais. Ça se parlait, c'était vraiment spécial. Une autre difficulté supplémentaire. Ouais, fait que moi, je lui parlais en anglais, lui, il traduisait ce que je voulais en espagnol à toute l'équipe. Fait que c'est de même, ça marchait en Argentine. Mais on était plusieurs pays, là, on débarquait tout. Bref, ça, c'était une méga grosse production. Mais au Québec, j'en ai fait, là, dans le temps du festival de jazz, là, je me rappelle, Brandvan 3000, on avait fait un show, c'était immense. Patrick Watson au Festival de Jazz, c'était immense aussi, mais c'est que c'est tellement différent. La Fête du Canada, c'est gros, là. C'est une grosse organisation, là. C'est vraiment incroyable, là. Les premières années, je le faisais devant le Parlement du Canada, puis là, tu dois dealer avec la GRC, tu dois dealer avec le premier ministre des BAC, en tout cas le PM. C'est immense, ces productions-là. C'est vraiment gros. La Fête nationale, c'est gros aussi, là. C'est des grosses productions. On a fait un show aussi l'hiver, l'année passée... Québec, c'est l'hiver, c'est mon hiver. Oui, oui. C'est des skieurs puis qui descendaient, puis là, ça arrivait en bas dans le village de Tremblant. Puis tourner l'hiver dehors, c'est pas simple. Les caméras peuvent geler. Bref, il y avait beaucoup de difficultés techniques, mais ça, c'était très gros comme show. Plein de chansons à Québec, c'est immense aussi. C'était très gros, ça, comme production, là. C'est des gros stages, c'est beaucoup de je dirais, d'organisation aussi pour le fait qu'on est à l'extérieur. Un plan A, plan B, s'il pleut, on fait quoi? Les musiciens, il faut faire attention, les instruments, tout ça, la température. Tu sais, c'est des grosses affaires. C'est plus dur à faire comme projet? C'est pas plus dur. C'est différent. Il y a plus de contraintes. C'est pas parce qu'un show est immensément grand que c'est plus compliqué. Mm-hmm. Des fois, au contraire, ça peut être plus simple qu'un petit show tourné en studio qui est vraiment complexe. Là. Je n'ai fait des shows complexes en studio, c'était plus des... Mais ça, c'est immense quand même, comme c'est immense. On s'entend, là, c'est immense, c'est quoi? Tu sais, Centre Bell, j'ai fait des shows au Centre Bell, c'est gros ça aussi. Quand on tourne au Centre Bell, là, j'ai fait un PR méthode au Centre Bell dans le temps, là, Back to the Future, Back to les années 80 avec PA, là. C'était quelque chose. Mégantic. Oui. Bon, ben, Mégantic, là, quand c'est arrivé, on a fait un gros show rassembleur au Centre Bell pour ramasser des fonds pour aider les gens de Mégantic. Ça s'est monté, ça, ce show-là, si je me trompe pas, en une semaine. On était au Centre Bell, on a rempli le Centre Bell, là. C'était gros, là. C'était des grosses affaires, mais c'est le fun. Moi, ça pour moi, c'est s'il y a des affaires qui m'allument, c'est ça. Des challenges. Des challenges incroyables. T'sais, on a fait Mathieu Dufour au Centre Bell pour Netflix. Puis là, t'as la gang de Netflix qui arrive de LA, puis là, t'as toute la gang de producteurs, puis là, c'est juste pour rire, puis là, t'as Mathieu, puis moi, Mathieu, j'ai adoré travailler avec ce gars-là. Mais qui décide pour ça, pour Mathieu Dufour, que c'est Luc Sirois qui est là? Est-ce que c'est la gang de Netflix? Est-ce que c'est... Non, je pense dans ce cas-là, c'est la gang de Juste pour rire. OK. Qui m'ont choisi, la productrice, tout ça. Puis Mathieu Dufour, je pense qu'il était bien d'accord avec ça aussi, tu sais, Puis ils savent que j'arrive quand même avec un bag. Tu sais, j'en ai fait des shows, je sais comment ça marche. Fait que c'est rapide, c'est des shows qui se font rapidement. Fait que tu peux pas... faut que tu aies des shortcuts des fois. Tu sais, OK, go, on s'en va là, puis ça va marcher. Tu sais, mais... On va-tu voir Luc Sirois à LA avec Denis Villeneuve un moment donné? Non. Ça arrivera pas. C'est pas le rêve ultime d'aller à LA travailler. Non, Denis Villeneuve, c'est autre chose. Lui, il est en cinéma. Le cinéma et la télé, c'est deux mondes différents. Mais c'est en parallèle. Tu sais, il y a un syndicat des réalisateurs au Québec, ça s'appelle la RRQ, et
c'est la gang du cinéma, c'est la gang de la télévision, puis on essaye de tout... mais tu sais, on se croise jamais. Fait que c'est deux mondes complètement différents. C'est pas de la même façon de travailler non plus. OK. La gang du cinéma et la gang de la télé, c'est pas la même chose. Surtout moi, en multicaméra, ça n'a rien à voir. Là, c'est un autre monde. C'est pas... J'ai fait des courts-métrages, j'ai fait des choses comme ça, mais moi, c'est plus la télé. Pour moi, la vitesse de la télévision, la fraction de seconde, c'est ce que j'aime, cette adrénaline-là, mais j'ai tout autant de respect pour la gang qui font du cinéma, tu sais. On dit gang, mais c'est deux métiers différents, tu sais. Est-ce que quand tu as des nouveaux projets, tu cherches à aller ramasser tes gens avec qui tu es habitué de travailler? Tout le monde, je considère que tout le monde est pigiste là, dans ce milieu-là. Fait que tu essaies de toujours travailler avec les mêmes personnes. C'est clair qu'on est habitué de travailler avec des gens. Il y a des gens que je connais pas qui font d'autres prods puis c'est bien correct. Mais quand je fais, mettons, un show en vidéo légère, donc en VL, donc en extérieur, mettons, quand je faisais les shows avec Mesmer, j'avais mon équipe VL qui me suivait, puis on a suivi Mesmer partout dans le monde. On est allé en Europe, on est allé ici, partout. Bref, on s'est promené beaucoup avec Mesmer. Mais quand je suis en studio, c'est une autre gang. Tu sais, c'est pas nécessaire. Il y en a quelques-uns qui vont faire de la caméra VL, qui vont faire aussi de la caméra studio, mais c'est deux affaires. Tu sais, il y a des spécialités. Puis moi, ben c'est ça. J'aime me promener là-dedans. J'aime ça faire du VL aussi. Quand je dis VL, c'est vidéo légère, là. C'est qu'on est dans une maison, une vraie maison, c'est pas un studio, où on est à l'extérieur, à Montréal, on se promène dans les rues, puis là, on tourne un show, et ça, c'est autre chose, là. C'est tellement différent, c'est dur. Fait que si tu me demandes, c'est quoi ton show préféré je suis pas capable de t'en donner. C'est impossible. Non, mais c'est différent. Puis chacun m'a amené quelque chose. Tu sais, quel talent, là. C'est le fun à faire, là. C'est quand même American Got Talent, qui est un des plus gros formats au monde. On est quand même chanceux de pouvoir faire cette version-là au Québec. Moi, je me considère très chanceux que les producteurs ont fait « Hey, savez-vous quoi? On va aller chercher lui, puis on va le faire avec lui. » Fait que moi, quand j'ai cet appel-là, je suis content. C'est le fun. La voix, c'est la même chose? Oui, la voix, moi, je suis arrivé à la saison 4. Là, c'est encore toi Non, qui... moi, je suis plus sur la voix, Okay. Ça fait plusieurs années. Moi, non, ça fait... Moi, j'ai fait la voix 4, la voix 5, la voix 6, la voix 7, la voix 8, voix junior 1, voix junior 2. Je n'ai fait 7. OK. Puis à un moment donné, on passe à d'autres choses. OK. Ouais. C'est correct. Ça fait partie de la vie. Demain matin, là, t'as carte blanche pour le show de tes rêves, là. Peu importe, éclaté, là. Peu importe, pas de limite de budget. C'est quoi que t'aimerais faire? Il faut réfléchir à ça. C'est clair que ce serait un super show de variété. Probablement tourné justement dans un centre Bell ou quelque chose. Mais je dis ça. Je sais pas. As-tu travaillé avec des artistes musicaux, faire la réalisation des captations télé, tout ça? Est-ce que c'est des trucs aussi que tu as fait? Ouais? Oui. J'ai fait beaucoup de ça aussi. OK. Parce que ça doit être, là, c'est pas un one take, là, quand ils font de la captation télé, là. Est-ce qu'ils reprennent plusieurs, ou c'est plusieurs shows, mais vous faites des montages de ces shows-là? Mais qu'est-ce que tu veux dire par captation télé? Je veux dire, captation, exemple, moi, je suis un fan là, de Sting, par exemple. Fait que j'écoute des captations d'un band. D'un band, exact. Oui. Mais là, on n'en fait plus beaucoup de ça. OK. Il fut une époque, justement, quand je captais les grands événements du festival de jazz, là, on en captait. C'était juste ça qu'on faisais. Fait que tu prends les meilleurs bouts, de plusieurs shows et t'es rassembles? Non, pas du tout. Non, c'est, mettons, je vais revenir avec Brandvan 3000 qu'on avait capté. On avait capté le show complet. Puis, mettons, le show dure, je sais pas moi, 2h15. Ben, on fait toujours une copie zéro de ça. La copie zéro, c'est on prend le show intégral, puis on va enlever, mettons, une petite longueur là, entre deux blocs qui ont arrêté, mettons, 2 minutes pour se replacer. Là, on enlève ça. Puis on fait une belle, on appelle ça la copie zéro. Ça, c'est le show intégral. Après ça, le diffuseur dit, moi, avec ça, vous allez me faire 2 shows d'1 heure. Parfait. Le show dure 2h30. Donc, en partant, un show télé d'1 heure, c'est 42 minutes, 30, 43 minutes à peu près. Ça dépend du diffuseur, ça peut aller à 44. Mais il faut que je coupe.
Fait que là, on va les couper, certaines tunes, ou je sais pas, on va s'entendre avec le producteur ou avec le label, avec le band. On va dire quelle tune que vous aimez moins, quelle tune qu'on peut couper. Ah, on peut couper celle-là, on peut couper celle-là, on peut couper celle-là. Parfait. Fait que là, on part avec ça, puis on se fait 2 shows d'1 heure avec ça, mais pour répondre à ta question, c'est un peu ça. On va aller couper, oui, mais il y a des raisons pourquoi qu'on coupe. Puis souvent, ils n'ont pas les droits musicaux non plus de certaines tunes. Ouais. C'est plus compliqué. Fait que celle-là, de base, on le sait d'avance. OK, telle tune, la 7e, celle-là, jamais avoir l'endonde. Je la découpe parce qu'on fait des écrans géants en même temps pendant ces genres de shows-là. Mais chaque affaire a leur particularité. Il faut s'adapter à chaque projet. Les demandes sont jamais les mêmes. Luc, j'ai une tonne de questions encore. Là. J'ai une tonne. Puis ce que je vais faire, c'est je vais te réinviter. Non, mais on va plus... OK. Ben, on va J'ai 10 secondes de répondre chacune de tes questions. Mais ça va être des questions, là, on va tomber un peu plus dans la légèreté, parce que j'ai un volet quand même assez léger aussi dans mon podcast, comme tu as pu voir dans mes épisodes précédents. La question de mon invité précédent, tu n'as peut-être pas vu encore le podcast de mon ami Sylvain. On parlait d'intelligence artificielle. Sa fameuse question qu'il te pose, il savait pas que c'était toi. Okay. Il dit, quel est le personnage actuel ou historique qui te fascine le plus et pourquoi? Qui t'impressionne le plus? Personnage actuel ou historique qui me fascine le plus? Une personne qui m'a toujours fasciné, c'est Steven Spielberg. On peut comprendre pourquoi. Il me fascine, ce gars-là. Tu sais, je regarde ses films, puis tu sais, il a fait de la télé, Steven Spielberg, là. Il a fait de la télé au début, là. Il a commencé en télévision, puis je sais pas, ce gars-là, je serais vraiment curieux de m'asseoir avec lui, de poser des questions, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, puis comprendre comment il a fait pour avoir tout ce qu'il a fait. C'est un gars qui me fascine, Steven Spielberg. Fait que si j'avais Steven Spielberg en avant de moi, quelle question tu aimerais lui poser? Parce que je vais essayer de l'inviter à mon podcast. Ah oui, hein? C'est ça, je vais essayer. Écoute, je te souhaite bonne chance. Merci. Mais ça serait quoi ta question pour Steven Spielberg? Moi, ma question pour Steven Spielberg, ça serait, c'est quoi le souvenir le plus lointain dans ton enfance que tu te souviens? Je serais curieux de voir c'est quoi la première image qui vient dans sa tête du plus loin qu'il peut se souvenir. Et aucune référence de photo. Parce que souvent, on a des souvenirs de notre enfance, mais on se base sur des photos qu'on voit. Monsieur. Aucune référence de photo. C'est quoi ton premier souvenir que tu as eu dans ton enfance? Moi, je m'en souviens. Mais je serais curieux. Moi, la première image que moi, que je vois dans mon enfance, dans ma tête, j'ai peut-être 2 ans et demi, 3 ans, c'est que je suis avec ma grand-mère, main dans la main, à aller cueillir des framboises derrière elle. Ça t'a marqué. Puis, j'ai me posé la question à mon père plus vieux, là. J'ai dit, y avait-tu des framboisiers derrière la maison de grand-mère quand on était jeune? Ben, il dit, oui, il y en avait plein. Fait que ça m'a confirmé que l'image que j'ai avec ma grand-mère, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est les petits fruits que j'adore le plus. Fait que on dirait qu'à chaque fois que je mange des framboises, ça me ramène à cette image-là, tu sais. D'une image, c'est une image chaleureuse, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais jeune aussi. Mais c'est mon flashback le plus loin, c'est ça. C'est une super question. J'espère vraiment que Steven va répondre à la question. Mais si c'est pas Steven, ça peut être ton prochain invité. OK, donc ça serait ça ta prochaine question? Ça serait ça ta question? Pour pas la perdre. J'adore la question. Écoute, c'est clair. C'est réglé, ça va être ça. Parfait. Mais je vais quand même essayer de la poser à Steven. Oui, t'essaieras, Tu connais le concept? C'est quoi mon défi? Le mot? Ah oui, c'est vrai. As-tu réussi à passer ton mot aujourd'hui? Oui. Ah, c'est fait? Oui. Je m'en suis pas rendu compte. Singularité. Ah, c'était ça? Je sais pas si je l'ai bien amené. Je pense que oui, honnêtement. Okay. Mais oui, c'est ça a passé comme dans du beurre dans le poêle parce que je me suis pas rendu compte. Exact. Moi, mon mot, là, ça serait iris. Ouais. La fleur? Non, ou l'iris, ce qu'on a dans l'œil? C'est l'ensemble de l'œuvre. L'iris, c'est... Tu sais que l'iris, la fleur, c'est considéré comme une fleur parfaite.
Elle est considérée comme une fleur parfaite, cette fleur-là. Mais c'est l'iris dans l'œil qui nous permet de voir les choses dans notre vie. La façon de qui voir. me permet de gagner ma vie. Ouais. Parce que moi, si j'ai pas d'yeux, je ne gagne pas ma vie. Et c'est l'iris de la caméra aussi. Parce que la caméra qui capte les images, ça passe par une iris. Alors, mon mot, ça serait iris. Ah, c'est de tout. J'aime tellement ça, Luc, ce concept-là du mot et de la question. Ouais, c'est le fun. Parce que c'est beau, puis à chaque mot, là, j'en apprends sur le pourquoi il y a une signification. Tu viens de m'expliquer ça. Toi, ton mot qui vient de te toucher, c'est ton métier, c'est ton travail, c'est l'iris. L'iris, c'est très important. Pour moi. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Écoute, je vais me permettre une autre question. J'ai la chance d'avoir quelqu'un très connu derrière la caméra dans le monde artistique. Je suis un gars de défi, Luc. Je t'ai parlé de Steven Spielberg. Je vais m'essayer. Ça arrivera pas. OK. Probablement. C'est jamais. Je vais m'essayer. C'est sûr et certain. Comme Sandra a fait pour mon en direct de l'univers avec toi. Mais on est d'accord pour dire que le niveau de difficulté il est peut-être un peu plus élevé. Est-ce que mon défi, ça va être celui-là pour toi? Parce que moi, je vais t'en demander un défi. Est-ce que tu as un artiste, une personnalité que tu as dans la tête, tu dis, lui, là, François, là, avec son podcast, là, cet artiste-là, cette personnalité-là, ou cette personne-là avec une passion particulière ou une expérience particulière, je veux qu'il assiste ou qu'il soit invité par François, les pourquoi de François. T'as-tu quelqu'un dans ton univers, connu ou pas connu, là, que tu aimerais que je puisse mettre en valeur? Peut-être que c'est une personne qui est déjà connue, qui est déjà en valeur, mais qui aimerait ça venir à mon podcast pour avoir du plaisir avec moi pendant près d'une heure. C'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a plein de monde qui voudrait avoir du plaisir avec toi pendant une heure à jaser. Mais c'est souvent des questions de disponibilité, c'est souvent des questions, puis ça, bon, je connais pas leur agenda, mais tu sais, un gars comme Gino Chouinard, t'aurais beaucoup de plaisir avec lui. Parce que vous venez du même. Tu sais, Gino, il a travaillé longtemps à Québec. Oui, absolument. Il vient de Saint-Israéli. C'est pas Charlevoix, lui? Non. Israéli? Tetford Mines, dans ce coin-là? Ouais, dans ce coin-là. Gino vient de ce coin-là. Je sais qu'il a été longtemps à Québec, à TQS. Ben oui, il a été longtemps à TQS. Il a été longtemps à Il a travaillé avec Martin, mon ami Martin, mon premier invité, qui est caméraman, qui connaît plein de monde. Écoute, il serait un invité parfait pour toi, je pense. J'aime le chocolat favori. T'aimes le chocolat favori? Je suis un de ses clients. Puis c'est un bon gars. Pas-y le mot. Moi, je pourrais suis très ouvert. Je vais me trouver du temps pour lui. Écoute, Luc, non, je veux pas t'embarrasser avec ça, mais si jamais t'as quelqu'un qui dit, hey, ça serait drôle en tabarouette d'avoir cette personne-là avec les pourquoi de François. Écoute, d'abord, je te remercie infiniment pour ta générosité, pour ton temps. Si tu acceptes de revenir, ça va me faire plus que plaisir. Il y a plein de choses. Si tu as des noms, si tu as des gens qui... Tu sais, moi, là, je fais ça dans le pur plaisir. Je suis un kidam aux yeux de tout le monde. Mais j'aime vraiment rencontrer des gens qui ont des histoires à raconter. Je ne suis pas un artiste. Puis souvent, les podcasts, c'est souvent des gens connus qui se partent un podcast, mais qui invitent des gens connus. Puis c'est correct. Il y a un marché pour ça. Mais moi, je m'intéresse profondément aux gens. Je veux mettre en valeur des gens à différents niveaux, que ce soit... Peu importe. Donc, je te lance ça dans l'univers. Si jamais tu as des gens, j'imagine que tu vas partager sur tes réseaux sociaux le fait d'avoir fait cette émission-là, ce podcast-là. Puis si les gens écoutent une heure et demie plus tard encore le podcast, ben les amis de Luc, si jamais vous désirez venir, il y a mes coordonnées.
Ça va être un pur Mais plaisir. là, tu vas réduire ça un peu, là. Oui. J'espère. Non, écoute, là, on va essayer de rentrer ça dans un format qui est... Non, écoute, sérieusement, c'est juste de la générosité, là, que je suis vraiment honoré que nos chemins se soient croisés dans nos vies. Tu as été un élément important au grand succès de mon univers à l'heure de mes 50 ans. Sandra, ma conjointe, aujourd'hui, elle ne pouvait pas être là, mais elle aurait tellement aimé ça te serrer la pince de nouveau. Ça m'aurait fait plaisir. Oui, on aura l'occasion de se revoir, de se reparler dans un contexte en dehors de la caméra. Belle générosité, belle rencontre. J'ai appris énormément. Je ne demande qu'à reprendre le tout. Si tu passes par Québec, parce qu'aujourd'hui, on est à Montréal dans nos studios Les Bunkers. Ah oui, c'est une chose. Comment trouves-tu l'installation C'est parfait. En tant que professionnel? Super. L'amateur, est-ce que c'est... Tout va bien. L'animateur, il est amateur. C'est pas un kit amateur, je veux dire. Les installations, les studios Bunkers, c'est absolument incroyable. Moi, j'apprends, je m'amuse avec la technologie, ajuster les caméras. Tu m'as donné des cues tantôt. Martin avait fait de même aussi à mes tout débuts. C'est rien de parfait. Puis l'animateur est surtout pas parfait, loin de là. Mais je m'amuse comme un petit fou. Puis d'avoir des conseils, c'est juste d'avoir du plaisir quand on fait quelque chose. C'est ça la beauté. C'est le cœur qui parle, puis on s'amuse. Martin, c'est pas grave. Je pense à Martin. Martin m'envoie. m'envoie. Beaucoup de gens m'appellent Eric. Je sais pas pourquoi. Ah, peut-être. Ouais. Peut-être. Alors, Eric. Eric. Luc Sirois, un énorme merci pour ta rencontre. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va se revoir. On l'espère. Merci infiniment. À la prochaine.